Bonjour à toutes et à tous. L'équipe des matinales de la transition écologique est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la dernière conférence de ce cycle 2024-2025 autour du savoir et du faire. Ce thème est né d'un constat, celui qu'en tant qu'ingénieur, nous avons une position privilégiée pour agir. Cette responsabilité est d'autant plus importante lorsque l'on prend conscience des conséquences directes écologiques et sociales de nos comportements, y compris au service d'une transition. Ce sont d'ailleurs de ces impacts dont va nous parler Célia Izoard, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui. Célia Izoard, vous êtes philosophe et journaliste. Vous avez écrit en 2020 « Merci de changer de métier, l'être aux humains qui robotisent la planète ». Et plus récemment, en 2024, « La minière au XXIe siècle ». Dans lequel vous expliquez les paradoxes d'un développement technologique censé soutenir une transition écologique au prix, parfois, donc d'une extraction minière aux conséquences sociales et environnementales souvent oubliées. Pour cela, vous vous appuyez sur des enquêtes de terrain concrètes, mais je suis sûr que vous allez pouvoir nous en parler de façon plus détaillée. Avant de vous laisser la parole, nous aimerions remercier Jean-Marc Benguigui, notre accompagnateur dans ce projet, la direction développement durable, Emmanuel Rosière et Vanessa Legarec, Romain Plourde à la captation vidéo et l'école aussi qui nous permet de libérer 4 créneaux dans l'emploi du temps cette année pour que les étudiants puissent y participer. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Jean-Baptiste Avrier pour un mot d'introduction. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Juste un mot pour vous souhaiter la bienvenue à Centrale Nantes, notamment pour les personnes qui viennent de l'extérieur et puis pour les personnes qui auront la possibilité de suivre cette conférence ensuite en format numérique. Voilà, le cycle, on est sur un cycle de conférences, donc une matinale de la transition écologique qui a pour but de faire avancer la réflexion, le débat, les échanges sur des enjeux clés des transitions écologiques, énergétiques et sociales, sur des thématiques qui à chaque fois ont des liens assez forts avec ce que nous faisons dans une grande école d'ingénieurs comme l'École centrale de Nantes, à la fois du côté de la formation des étudiants, mais aussi du côté de la recherche et de l'innovation. Alors là, aujourd'hui, on est sur une thématique clé sur les ressources, et notamment ressources minières, et notamment les métaux, et tout ce qui est en train de se passer dans ce domaine très important d'avoir en tête. Donc merci beaucoup à Célia Izoard de venir nous présenter ces enjeux. Voilà, nous, on le constate déjà dans nos activités, le fait que l'électrification, qui semble être une voie privilégiée pour la décarbonation, engendre une explosion de la demande sur un certain nombre de métaux rares, et on voit que ça crée un certain nombre de problèmes et de tensions géopolitiques même que vous avez dû repérer. Et puis le fait que dans notre métier ou nos métiers, par exemple de la mécanique, des matériaux, il faut travailler de plus en plus sur le fait que la ressource avec laquelle on a eu l'habitude de travailler pendant des décennies commence à s'épuiser et qu'il va falloir trouver des alternatives, notamment dans l'économie circulaire et le recyclage des matériaux et par exemple des métaux, qui sont les premiers concernés, et apprendre à travailler davantage avec des métaux recyclés, ça implique beaucoup de choses au niveau des procédés, au niveau des process industriels et au niveau aussi de toute la supply chain qui va autour pour pouvoir faire véritablement de l'économie circulaire. Donc c'est des enjeux qui sont au cœur de notre activité et je suis très heureux qu'on puisse les aborder ensemble ce matin. Voilà. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci. Alors, voilà, vous m'entendez bien? Bonjour. Alors, enchantée. Donc, on va passer quelques 2 heures là dans le monde de la mine. Un monde hérissé de paradoxes, déjà quand on pense au statut de la mine dans notre société, qui est très très contradictoire. Mon travail, moi je mène depuis des années une réflexion sur la technologie dans ses rapports avec le pouvoir. Et cette réflexion m'a amenée à voir les chaînes d'approvisionnement de l'industrie du numérique. C'est comme ça que je suis tombée dans les mines. Et en allant voir ces chaînes d'approvisionnement, ce qui m'a frappée, c'est le fait que dans la société dans laquelle je faisais ça, c'est-à-dire les années 2000, 2010, même 2001, les mines n'existaient pas. En fait, ces objets, qui sont parmi les plus grands ouvrages construits par l'humanité à la surface de la planète, n'avaient aucune réalité dans nos imaginaires, en particulier les imaginaires des habitants des métropoles ou des pays les plus riches. Et j'entends encore régulièrement « Ah, tu travailles sur les mines, bah voilà une bonne chose parce que je suis étonnée, moi je pensais que ça n'existait plus. » Et donc, une grande partie de mon travail, ça a été de me demander comment une telle chose était possible.
puisque notre société, c'est-à-dire le monde, la civilisation occidentale, qui désormais est la civilisation mondiale en quelque sorte, ce capitalisme, il est entièrement fondé sur la mine, à plusieurs titres. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc, ce paradoxe extraordinaire qui a fait disparaître la mine, c'est une des choses que j'étudie dans ce livre. Et puis, autre phénomène non moins intéressant, qui commence il y a une dizaine d'années, la réapparition de la mine dans l'espace public. Alors, on parle des métaux critiques, des métaux rares, on parle de problèmes d'approvisionnement, on dit réouvrir des mines en Europe. Et la mine a un statut très très précis. La mine va sauver la planète. La mine va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. La mine va permettre de décarboner, c'est-à-dire de nous sauver en fait du pire péril, l'un des pires périls de tous les temps. Donc la mine n'existe pas, et puis la mine ressurgit, mais c'est pour sauver la planète. Et ça, c'est des choses qu'il faut évidemment interroger, et c'est mon travail, parce que c'est faux dans les deux cas. C'est totalement faux, ça n'est fondé sur rien, mais c'est des représentations. Et ce jeu de représentation, il faut essayer de l'expliquer. Alors, pour vous donner un peu des ordres d'idées, l'extraction minière n'a jamais cessé elle n'a jamais cessé d'augmenter depuis 4 siècles, on peut dire, depuis le XVe siècle, la conquête, l'invasion des Amériques, et puis la constitution des réseaux financiers qui deviendront le capitalisme à partir de l'argent et de l'or, puis des diamants de ce continent. Et ensuite, bien sûr, on pense à la révolution industrielle, au complexe charbon, acier, qui va vraiment structurer notre monde, dont la caractéristique principale est d'être branché directement sur le minéral. Vous, en tant qu'ingénieur, vous êtes les héritiers d'une technique qui est spécifique, d'un champ technique, d'un univers technique qui a cette particularité qu'elle est directement branchée sur le minéral qui peut être celui des combustibles fossiles, du charbon, du pétrole, du gaz, ou du minéral qui est celui des métaux ou des minéraux industriels, peu importe. Mais c'est vraiment la caractéristique de notre monde. Et alors, donc logiquement, étant donné cette caractéristique et le fait que la planète s'industrialise, l'extraction minière ne fait qu'augmenter et de manière très, 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 très rapide, très, très conséquente, avant même qu'on parle de transition par les métaux, d'extraction pour la décarbonation, etc. Entre 2000 et 2020, par exemple, l'extraction minière dans le monde, elle double. Et là, les estimations sont extrêmement variables, mais en gros, ça va de produire dans les 25 années à venir entre 5, 10 ou 20 fois plus de métaux. Alors, il y a quelque chose de complètement vertigineux là-dedans, dans la mesure où déjà, avant que ces pronostics soient établis, c'est en lien avec l'interprétation par l'économie dominante de ce que doit être la transition. Une transition substitutive, énergétique, fondée sur certaines technologies. Avant même ce mouvement-là, qui ouvre la voie à une véritable ruée minière, les observateurs, les observatrices du monde minier considéraient déjà que ça ne pouvait plus durer. Qu'en fait, l'industrie minière était face à une impasse à très courte échéance en raison de son fonctionnement même. Et c'est ça que je vais illustrer dans un premier temps. Alors, petite flèche. Bon, on parle de mine, il faut montrer une illustration comme celle-ci. C'est une petite mine de cuivre au sud de l'Espagne, sur le vieux bassin minier antique de Rio Tinto en Andalousie. Et donc ça, c'est la fosse actuellement exploitée par une entreprise qui s'appelle Atalaya Mining. C'est vraiment une petite mine de cuivre.
qui a réouvert il y a quelques années parce que c'est devenu évidemment plus intéressant de faire du cuivre et donc d'exploiter du cuivre à des teneurs toujours plus basses. Donc l'impasse dont je parlais juste avant, c'est en partie ces teneurs. Le fait que l'entreprise britannique Rio Tinto, quand elle exploitait ce bassin, elle exploitait du cuivre à 2%. Aujourd'hui, c'est 0,4%. Mais il y a plusieurs siècles en arrière, quand les Romains exploitaient ce cuivre et de l'or et de l'argent au même endroit, il y avait du cuivre natif. Il y avait du cuivre qu'on pouvait parfois apercevoir et qui était constitué en tant que tel, ce qui n'existe plus du tout, ni de l'or, ni de l'argent, ni du cuivre natif. Donc qu'est-ce que ça veut dire extraire dans une mine de cuivre, par exemple, à 0,4%? Qu'est-ce que ça veut dire extraire dans une mine d'uranium à 0,02% d'uranium, dans une mine de lithium à 1% de lithium? Alors, ça peut être illustré par cette très bonne photo. C'est une autre mine de cuivre qui existe depuis plusieurs décennies. Et cette représentation, vous voyez, le petit point blanc, c'est la place qu'occupe cette boule de cuivre qui a été fabriquée juste pour illustrer la quantité de métal raffiné qu'on obtient en faisant tout ça. Et alors, c'est très intéressant, cette image, parce qu'elle montre le site minier. Alors, quand on se représente une mine, on pense en fait généralement à... Bon, on peut penser aux mines du 19e siècle, avec les galeries, comme dans Germinal. Ça existe encore, bien sûr, les mines avec des galeries, les mines souterraines. Mais on pense maintenant aux mines à ciel ouvert, celles que je vous ai montrées, ou celles qu'il y a ici. Mais on pense à la fosse. Et en fait, la fosse, c'est-à-dire techniquement la mine à ciel ouvert, ça n'est qu'une petite partie du site minier. Et tout autour, qu'est-ce qu'on a? On a les différentes sortes de déchets miniers. En fait, ce que produit une mine, c'est avant toute chose des déchets. Et des déchets qui ont la particularité d'être dangereux ou plus ou moins toxiques. On voit aussi sur cette photo l'usine ou les usines, parce que sur un site minier, quand on dit une mine, en fait, il y a aussi des usines qui ont pour tâche de broyer la roche et de la traiter, de traiter le minerai et de le concentrer. Alors, ça c'est une illustration très utile, je suis désolée, ce n'est pas très agréable à lire, mais elle permet de comprendre le fonctionnement d'une mine industrielle. Donc le modèle de la mine à ciel ouvert. Qu'est-ce que c'est le modèle de la mine à ciel ouvert? C'est la technologie et le capital, la finance et la technologie ont permis d'avoir un système qui se passe de toute cette main-d'œuvre. Ce qui est très avantageux parce que les 2000, 3000 ou 10 000 mineurs regroupés au même endroit, ça a toujours été un problème sanitaire, un problème de revendication, un problème politique. Et le modèle de la mine à ciel ouvert a permis de changer complètement cette donne en ayant un maximum de production et un minimum de main-d'œuvre. Donc, on parle de mines dont les rendements sont, en tout cas, dont la production est très très élevée et dont la main-d'œuvre est très faible. Voilà, Programme pour l'environnement des Nations Unies qui nous explique comment fonctionne une grande mine de cuivre. Ça, c'est vraiment une très grosse mine de cuivre, c'est pas Rio Tinto en Andalousie. Production de déchets. Les stériles, c'est la première famille de déchets. C'est la roche dont on n'a pas besoin, qui va servir absolument à rien, qui ne sera pas valorisée. Donc quand je dis une mine de cuivre à 0,4%, les stériles ne contiennent même pas 0,4%, c'est pour ça qu'ils sont bazardés. Mais ça veut dire, exploiter la mine, ça veut dire extraire 270 000 tonnes par jour de ces stériles qui ne servent à rien. Et je vous montre une image, ça fait vite, des montagnes. Vous voyez, ça c'est une mine à ciel ouvert, mais ce n'est pas du tout la fosse qu'on voit là, c'est des montagnes de stériles miniers qui forment comme des collines artificielles un peu partout.
Et ces stériles peuvent être pas du tout stériles du point de vue de leur toxicité ou de leur impact sur l'environnement. Si par exemple ils contiennent du soufre, des sulfures, parce que dans ce cas-là, ils vont réagir avec l'eau et l'air et produire naturellement de l'acide sulfurique, une eau acidifiée qui va drainer des minéraux par exemple. Donc ça peut poser problème, et c'est particulièrement le cas dans les mines de cuivre. Donc on a extrait ces 270 000 tonnes par jour. Pardon, oui, je me suis mal exprimée. Et donc on bazarde 180 000 tonnes de stériles par jour, et on va envoyer, mettons, 90 000 tonnes par jour au traitement, donc dans l'usine à côté. Et là, pour ça, on va utiliser 114 000 mètres cubes d'eau. Pourquoi ? Essentiellement pour le broyage qui nécessite beaucoup d'eau. Donc vous voyez, c'est absolument colossal comme consommation d'eau. On peut en recycler seulement une partie. Et en fait, c'est l'un des principaux problèmes du système minier. Je vous disais tout à l'heure, avant même la ruée minière en lien avec la transition, beaucoup d'observateurs de la mine considéraient que c'était une impasse, mais c'est en grande partie à cause de cette consommation d'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau pour alimenter ces mines ? Donc, avec cette eau, ce minerai, on va produire 1750 tonnes de concentré de cuivre. Et on va envoyer dans des bassins de résidus, qu'on appelle parfois des digues à résidus, environ 200 000 tonnes de résidus par jour. Et donc ces résidus, c'est la deuxième famille de déchets. Je vous ai parlé des stériles. Les résidus, c'est un matériau comme pulpeux, presque boueux, qui est constitué de la fraction broyée, tout ce qu'on a broyé très 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 fin, comme de la farine. La roche a été broyée. Et les agents, tous les produits qui ont servi au traitement. Par exemple, s'il s'agit d'une mine d'or ou d'une mine d'argent, on aura utilisé du cyanure pour dissoudre l'or ou l'argent. Et donc, on va retrouver ce cyanure en très grande quantité dans les résidus. Ça peut être de l'acide sulfurique, ça peut être de la soude, ou évidemment plusieurs produits. Et aussi les produits utilisés pour la flottation. C'est les réactions, disons, physiques qui vont être produites avec différents types de matériaux, de produits chimiques, pour faire descendre les minéraux qu'on veut récupérer ou pour faire, au contraire, remonter à la surface. Voilà, donc vous comprenez un petit peu l'enjeu. Et je pense qu'un schéma comme ça peut nous permet de réfléchir à ce qu'on entend par mine responsable. Parce que ce schéma, il nous montre la part d'incompressible de la réalité minière, c'est-à-dire du système de la mine industrielle. Même si vous êtes une entreprise minière extrêmement vertueuse, vous allez produire ça. Il est très très difficile de faire autrement. Donc je précise que moi je vous parle de la mine industrielle, c'est 80% de la production mondiale. En revanche, la mine industrielle, elle emploie au niveau mondial seulement une toute petite fraction des mineurs. Il existe énormément de mines artisanales, de types très très différents. Des mines artisanales en zone de guerre, gérées par des milices, comme en République démocratique du Congo, ou des mines artisanales coopératives qui existent depuis très très longtemps et qui fonctionnent sur des modèles qui sont bien moins destructeurs. Il en existe aussi beaucoup en Amérique du Sud notamment. Mais donc là, je précise que je vous parle uniquement de la mine industrielle. Alors, ça c'est une image donc, des digues à résidus. Donc c'est une très très grande mine de cuivre en Équateur. Et c'est pour vous donner une idée de ce que ça veut dire stocker des résidus miniers. Donc vous avez toute cette étendue qui ressemble à de l'eau, ça n'est pas de l'eau. C'est la pulpe de résidus miniers. Donc avec des acides, des boues, des produits toxiques, et aussi les minéraux toxiques du gisement. Puisque, en fait, le problème des pollutions minières est lié à quel type de minéraux on va trouver dans un gisement. Oui, on va, par exemple, rechercher du cuivre, mais associé au cuivre, il peut y avoir
du cadmium, il peut y avoir de l'arsenic, il peut y avoir tout un tas de minéraux qui sont toxiques. Il peut aussi y avoir, dans d'autres types de gisements, de l'uranium ou des minéraux qui sont radioactifs, souvent dans les mines de terres rares. Donc vous voyez, ces petites voitures, elles sont vraiment toutes petites et ça vous donne une idée de la hauteur de ce barrage minier, la digue à résidus miniers. C'est l'un des principaux problèmes de la mine industrielle, c'est qu'en fait, assurer pour toujours la sécurité d'une infrastructure comme celle-ci, c'est impossible. Et alors, je parlais avec un spécialiste de la sécurité des digues minières, un spécialiste mondial, un Américain qui s'appelle Stephen Hammerman. Et il me disait, c'est écrit dans le manuel d'apprentissage de la gestion des digues de résidus miniers que, en fait, les statistiques de chance de rupture de l'édifice sont de 100% à terme. C'est-à-dire que il est certain qu'il y a une rupture au bout de 200 ans. Il résumait la chose comme ça. Parce qu'en fait, ces digues à résidus sont construites de manière incrémentale, on rajoute, on rehausse, et ça pose un problème de stabilité, ça pose aussi un problème de maintenance, puisque paradoxalement, c'est des équipements qui sont abandonnés. Après la fermeture de la mine, en général, ça coûte une fortune de maintenir un truc comme ça. Ça fait plusieurs kilomètres carrés, hein, ce lac. Et donc, en fait, normalement, un équipement industriel ne doit pas être abandonné. Un site d'enfouissement doit être maintenu, un barrage hydraulique doit être maintenu. On ne peut pas juste laisser le barrage hydraulique. Mais ça, on le laisse. Et pour une durée indéterminée, puisqu'il ne va pas disparaître. Et ça va rester dangereux pendant des siècles, aussi parce que c'est très très fin. Donc la solidification, elle peut être seulement apparente. Et c'est ça qui donne lieu à des très graves accidents. Là, on voit c'est un autre exemple, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ça, c'est un accident qui s'est produit au Canada en 2014, Mount Polley. Ça n'est qu'un exemple, il s'en produit des dizaines par an, des accidents de ce type. Rupture de digue de résidus miniers, vous voyez, ça s'écoule. Et ça ruisselle, ça se déverse dans le réseau hydrographique. Et donc, ces résidus toxiques, là, ont pollué irréversiblement un lac qui était utilisé et qui était en quelque sorte la propriété des peuples autochtones de la zone, puisqu'on est au Canada, et il y a de très grandes étendues c'est les territoires des peuples autochtones qui ne peuvent plus utiliser ce lac pour la pêche. Et vous avez probablement entendu parler d'autres accidents de ce type, rupture de digues minières au Brésil en 2015, puis en 2019, des accidents très importants qui ont fait des centaines de morts pour le second, et qui ont généré des coulées de boue qui ont franchi parfois 600 km. Depuis l'état des Minas Gerais jusqu'à l'océan Atlantique. Et donc ça veut dire que sur ces 600 km, les populations, les communautés qui vivent de la pêche et qui ont besoin de ces fleuves et de ces rivières pour leur subsistance disparaissent ou ne peuvent plus du tout vivre de la même manière. Donc c'est des conséquences qui sont irréversibles, qui sont colossales. Ça, c'est un autre exemple de digue minière. Là, c'est une mine d'or qui se trouve au Suriname. Il se trouve que j'y suis allée. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu, parce que c'est un cas finalement assez typique. Donc, le Suriname, c'est un tout petit État au nord de la Guyane française, donc la dernière colonie d'Amérique du Sud. Donc, on est en Amazonie. Et en Amazonie vivent des peuples qu'on appelle en Guyane les Bushilengue. C'est des peuples qui se sont constitués en échappant au système de la plantation. Ce sont des esclaves qui se sont libérés eux-mêmes et qui parfois ont fait la guerre au système de la plantation. Et ils ont constitué des communautés et ils ont des territoires qu'ils ont revendiqués depuis 3 siècles, même avec des traités
par exemple, au Suriname, des traités avec la République de Hollande au XVIIIe siècle. Et donc, ils ont pleinement droit à ces territoires et à ces endroits dans la forêt dans lesquels ils vivent. Et comme beaucoup de peuples autochtones de par le monde, leurs droits sont bafoués par les entreprises extractives. Et dans ce cas, je suis allée à cet endroit, ça s'appelle le village de Neue Coffee Camp. Et donc, il y a une entreprise minière américaine qui exploite l'or. Mais les habitants de Neue Coffee Camp, ils habitaient avant un village qui s'appelait Coffee Camp, donc avant Neue, dont ils ont été expulsés pour la construction d'un gigantesque barrage hydraulique pour l'industrie de la bauxite, des grandes mines de bauxite qui servent à faire de l'aluminium. Donc, ils ont dû partir et ils se sont réimplantés ailleurs dans la forêt. Mais l'industrie minière les a suivis et donc aujourd'hui, la mine, c'est plus ou moins leur village. Et eux, ils ont mené des luttes, mais ils sont vraiment très, très isolés en plein milieu de cette forêt, avec en plus un gouvernement très, très corrompu au Suriname. Donc, ils faisaient parfois, j'y suis allée en 2018, des blocages de la route. Mais leur stratégie est assez désespérée, c'est de voler l'or à l'entreprise minière. C'est-à-dire qu'ils font de l'orpaillage illégal un peu partout, en se disant c'est toujours ça que l'entreprise minière n'aura pas. Et je crois que, d'après ce que j'ai compris, ils stockaient de l'argent pour la communauté en vue de leur délocalisation ultime, parce que forcément la mine va s'étendre sur leur village puisque les principaux gisements sont sur leur village. Voilà, c'est une histoire parmi d'autres, mais ça me fait penser à ça. Voilà un autre exemple dans un tout autre pays où je suis allée récemment. J'étais au Québec pour une série de reportages. Et c'est la mine d'or de Malartic. Et donc là, vous avez toujours en tête la première image, l'une des premières images que j'ai montrées, avec la petite boule de cuivre et l'ensemble du site minier autour. Là, on voit le quart de la fosse minière. Et donc, ça n'est qu'un tout petit bout du site minier. Or, cette mine d'or, elle a été ouverte en 2009, donc elle est extrêmement récente. Elle a nécessité de déplacer tout ce village. La moitié du village a disparu et a changé de place. Et donc ça, c'est, vous le constatez, une mine dans un pays plutôt riche qui vante des niveaux de responsabilité environnementale et sociale plus élevés. Mais en réalité, ce qui se passe au nord du Québec, c'est que l'industrie minière a un pouvoir phénoménal et elle a tout à fait la capacité de déplacer des villages pour arriver à ses fins, comme là, exploiter de l'or. Alors, pourquoi c'est si vaste, en fait? Pourquoi on peut faire une fosse comme ça qui va faire à terme 3,5 km²? Parce que la teneur en or dans les gisements est très, très, très basse. C'est 1 gramme par tonne de roche qu'on va extraire, qu'on va broyer très, très fin et qu'on va baigner de produits comme le cyanure. Donc, évidemment, ça donne des infrastructures gigantesques. Voilà. Ça va? Je déroule encore un petit peu tout ça. Après, on pourra ouvrir aux questions. Alors, je voulais aborder un petit peu la question de la demande en métaux. Parce que finalement, je pense que vous avez quand même été vous avez un peu baigné dans ce discours que la mine, c'est pour la transition maintenant. Et je voudrais m'arrêter un peu sur cette histoire. Ma conclusion, c'est que, et donc je vous la livre maintenant, c'est que à aucun moment aujourd'hui, les conditions ne sont réunies pour qu'une quelconque mine puisse participer de près ou de loin à la décarbonation. Je vais vous l'expliquer, c'est impossible. Ça ne peut pas, une mine ne peut pas aujourd'hui participer à la décarbonation. Les conditions ne sont pas réunies pour ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'est une image tirée de l'Agence internationale de l'énergie que vous avez probablement vue sous une forme ou une autre, c'est-à-dire la demande en métaux qui est appelée à augmenter en lien avec la transition énergétique. Alors,
ce qui est frappant, en fait, c'est que cette demande liée à la transition énergétique est très très souvent mise en avant, visibilisée. Elle a pénétré les imaginaires. On pense métaux, maintenant on pense décarbonation. Mais on ne voit pas très souvent d'autres types d'illustrations. Ah, comme ça. Alors ça, désolé pour l'image, ça ne va pas vous aider beaucoup. C'est en fait la demande d'ici 2030 de certains métaux qui sont parmi les plus utilisés pour l'industrie du numérique. Je précise que ça date d'avant le boom de l'IA. Et en fait, sur cette petite image, vous avez tous ces métaux dont la demande d'ici 2030 représenterait plusieurs fois les volumes produits mondialement aujourd'hui. Par exemple, il faudrait 5 fois la production mondiale de graphite d'ici à 2030 pour les usages du numérique. Il faudrait 161 fois la production mondiale de dysprosium pour les usages du numérique. Presque 2 fois la production mondiale de palladium, 17 fois la production mondiale de néodyme. Bref, pour le numérique, d'ici 2030, il faudrait évidemment, entre guillemets, produire entre 10 et 15 fois plus de métaux qu'on en produit aujourd'hui pour le numérique. Et alors, peut-être que ça vous frappe aussi. Quand je dis néodyme, quand je dis graphite, je pourrais dire aussi cobalt ou lithium. En fait, une des particularités, c'est que ces métaux, ils sont déjà utilisés et demandés, extrêmement demandés pour les besoins de la dite transition énergétique. En fait, selon les calculs, ça diffère, mais pour électrifier la production mondiale et électrifier surtout le système automobile, par exemple, il y a un calcul qui dit qu'il faudrait au moins 72 fois la production mondiale de lithium de 2019. Ça, c'est un calcul qui a été fait par l'Institut géologique de Finlande. 56 fois la production mondiale de cobalt. 66 fois la production mondiale de graphite. Donc vous voyez qu'il y a une concurrence déjà manifeste. Enfin, déjà, il y a un gouffre du point de vue de la transition qui invite à se demander dans quelle mesure cette transition est réalisable. Et puis, il y a aussi une concurrence manifeste entre les besoins en métaux pour l'industrie du numérique et ceux pour la transition. Puisque dans tous les cas, c'est plusieurs fois la production mondiale. Avec, en gardant en tête toutes les limites dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire une grande mine, c'est 114 000 mètres cubes d'eau par jour. Où trouve-t-on cette eau ? Et donc, ce qui est frappant et important, c'est que tout se passe comme si maintenant on était en train d'instiller dans la vision, dans les imaginaires, l'idée que la mine, c'est pour la transition et on ne représente jamais les autres usages qui génèrent une demande qui est en croissance constante. Un autre exemple, c'est l'aéronautique. Airbus produit 700 avions par an, donc a besoin de centaines de milliers de tonnes de métaux chaque année. Et c'est des quantités qui sont colossales, donc qui ont besoin, qui en fait ont des impacts mondiaux sur des territoires très 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 éloignés. Et ça, on ne le représente jamais. Alors que, en fait, quand on regarde les quantités à produire du fait de la poursuite de l'industrialisation, du fait des ambitions des géants du numérique, du fait de la transition, en fait, ça ne colle évidemment pas. Et ça génère des conflits, des tensions. On est en plein dedans maintenant, qui forment un cercle vicieux. C'est-à-dire que tous les États, et surtout tous les États à vocation impériale, qui valaient des grandes puissances économiques, ils courent après les mêmes métaux pour faire les mêmes technologies, ce qui génère des tensions qui poussent au réarmement, qui lui-même demande des métaux pour faire les mêmes armes, qui augmentent la tension sur les ressources et sur les gisements. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui nous mène
malheureusement assez vite à des situations de conflits ouverts. Alors, autre secteur dont on ne parle jamais, le spatial. Vous avez là un gigantesque satellite. Vous pouvez mesurer, apprécier l'échelle en voyant qu'il y a des personnes là qui sont en bleu. Personnes qui sont en bleu sur le côté, donc gigantesque satellite. Alors, pour fabriquer un satellite, c'est comme pour l'industrie du numérique, il y a vraiment besoin de métaux dont la caractéristique est d'être ultra raffinés. Métaux d'une très 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 grande pureté. On parle de pureté électronique, on parle de pureté aérospatiale. Et donc de l'or, de l'argent, du beryllium, beaucoup d'aluminium et des alliages, surtout des alliages très complexes et très nombreux. Bon, il se trouve que l'humanité n'aurait probablement pas pu se passer d'un satellite géant comme celui-ci, puisque lui, il sert à avoir le Wi-Fi dans les avions. Donc, quand les passagers sont dans l'avion, ils peuvent accéder à Internet. Et ça, c'est vraiment important. Et donc là, vous avez une courbe du nombre d'objets, de satellites, surtout, qui sont envoyés dans l'espace. Et vous comprenez comment évolue la demande en métaux quand vous voyez ce qui se passe à partir de 2015. C'est-à-dire l'augmentation de la courbe. Et donc là, on parle d'une augmentation qui est en fait beaucoup plus au moins exponentielle. La course à l'espace a fait que on disperse tous ces métaux extrêmement raffinés qu'on ne pourra probablement jamais récupérer. Ce pour deux raisons. Bon, en théorie, les entreprises qui lancent les satellites doivent pouvoir garantir qu'elles le récupéreront un jour, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe. Et d'autre part, en fait, la complexité des alliages et tous les usages extrêmement dispersifs de ces métaux font que le recyclage n'est pas possible en l'état. On ne peut recycler que des métaux qui sont dans des usages qui sont assez simples. Par exemple, des fils de cuivre électrique, ça on peut recycler. Les canettes d'aluminium, on peut recycler, mais les smartphones, on ne peut pas recycler. Voilà pour un premier aperçu. Alors non, je n'ai pas tout à fait fini. Non. Je voulais vous parler, j'ai dit de manière assez provocatrice, à aucun moment les mines peuvent participer aujourd'hui à la décarbonation. Et avant de terminer, là, je vais vous donner quelques éléments pour comprendre ce que je veux dire par là. Alors, la première chose, c'est que quand on lit les grands rapports, par exemple, de l'Agence internationale de l'énergie ou de la Banque mondiale sur les métaux pour la décarbonation, les métaux pour la transition, en fait, il est en général fait l'hypothèse que une mine bas carbone est possible. Mais cette hypothèse n'est fondée sur rien. C'est simplement l'industrie minière qui fonctionne sur le régime de la promesse et qui dit un jour on fera des mines bas carbone. Mais pour l'instant, rien ne le montre. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que les teneurs dans les gisements sont de plus en plus basses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise plus d'énergie pour extraire la même quantité et que ça, c'est un problème qui s'aggrave irrémédiablement. Donc, les mines émettent toujours plus de CO2 de ce simple fait. Il faut mobiliser des volumes de roches toujours plus importants, gérer des volumes de déchets toujours plus importants. Quand on voit sur les sites miniers, sur les sites internet des entreprises minières, des belles images de centrales photovoltaïques, c'est pour alimenter des sanitaires, des bureaux, et c'est pas pour faire tourner des broyeurs. Parce que là, il faut une puissance qui n'est pas permise par ce genre de technologie. Donc, il n'y a pas... Ça, c'est un des grands problèmes qui est presque risible, en fait, c'est que le pari de la transition, il est en partie fondé sur quelque chose qui n'existe pas du tout. L'autre problème, c'est que en fait, le système minier, il est entièrement fondé sur une symbiose technologique entre les fossiles
et le reste. Par exemple, tous les fluides qu'on va utiliser, les produits chimiques qu'on va utiliser, les acides pour concentrer le minerai, bien sûr, ils sont en partie issus des fossiles. Tous les fourneaux, surtout. L'industrie métallurgique, c'est les hauts fourneaux. L'industrie métallurgique, c'est la maîtrise des très hautes températures. C'est des fours à 1000 degrés et plus. Il n'y a pas de four à 1000 degrés et plus avec des éoliennes. Donc, c'est complètement faire fi de cette symbiose technologique. L'autre problème qui fait des mines, des émetteurs nets de carbone, c'est en fait là où sont les gisements aujourd'hui. Les gisements qui sont les plus concentrés, qui nécessiteraient un tout petit peu moins d'énergie que les autres, sont situés dans des zones qui sont souvent des puits naturels de carbone. Évidemment, vous pensez à l'Amazonie, on pense aux forêts tropicales indiennes, on pense à l'Indonésie, on pense à la République démocratique du Congo. Et je pense aussi au système des tourbières qui est dans l'hémisphère nord, au nord du Canada et au nord de la Russie, où il y a énormément de projets miniers aussi. Et vraiment, l'épicentre de la ruée minière, c'est là-bas aussi. Et les tourbières, ce sont des puits naturels gigantesques. Si on bétonne et qu'on draine ces endroits, on rejette des quantités de CO2 qui sont colossales. Par exemple, au nord de l'Ontario, il y a un énorme projet minier qui s'appelle le Ring of Fire. Et c'est en apparence pour des métaux, pour des véhicules électriques, pour des batteries, puis du chrome. Et là, il y a une équipe de recherche. Donc ce projet est très très contesté, en partie et principalement parce qu'il est sur les terres de 9 peuples autochtones différents. Et il y a une équipe de recherche qui a calculé que si on détruit toutes ces tourbières, en fait, c'est l'équivalent d'émissions carbone de plus de 30 milliards de voitures. Ce qui est vertigineux. On va pas... Même s'il y a des mines, ça ne détruirait pas l'ensemble du système. Donc, ce n'est pas un chiffre qui correspond à ce que pourraient faire des mines. Mais c'est pour vous donner un point de repère sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'industrialiser des zones comme celle-ci. C'est réchauffer très, très activement le climat. Et l'autre problème qui a été illustré assez bien par l'image de Malartic, c'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On donne carte blanche à l'industrie minière en la confortant dans cette idée qu'elle est bénéfique pour la société puisqu'elle va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire donner de la puissance, des moyens, des subventions, des infrastructures à l'industrie minière. Que font les entreprises minières? Leur but est d'ouvrir le plus de mines possible, de toutes les substances d'intérêt possibles. Donc, leur pouvoir est consolidé et elles peuvent ouvrir, par exemple, des mines d'or qui n'ont absolument aucun intérêt socialement puisque ça sert principalement à faire des lingots d'or qui vont dans des banques. Mais si on renforce le pouvoir de l'industrie minière, on lui donne carte blanche et ça produit ça, en fait. Et un autre élément, peut-être après on poursuivra la discussion sur ce point, quand je dis on ne peut pas décarboner avec l'industrie minière, l'autre élément, c'est aujourd'hui, en fait, tous les projets miniers, d'un coup de baguette magique, sont devenus des projets miniers pour sauver le climat. Les entreprises minières utilisent cet argument de manière extrêmement opportuniste, quel que soit le type de substance recherchée. Moins pour l'or, mais pour le reste, mine de fer, oui, il faut du fer pour faire des châssis de panneaux photovoltaïques. Mine de cuivre, oui, il faut du cuivre pour câbler tout ça. Mine de chrome, mine de nickel. Alors que, évidemment, tous ces métaux peuvent servir à tout un tas d'usages. Une mine d'argent, oui, ça fait de l'argent. Et ça fait aussi de l'argent métal pour le photovoltaïque. Donc, c'est très, très opportuniste. Mais même quand on se retrouve avec un projet minier comme celui par exemple d'Imerys et Chassières en Allier, qui est clairement pour une substance pour faire des batteries, donc pour faire la décarbonation en théorie, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, rien
n'existe pour garantir que ces batteries serviront à équiper des vélos électriques ou des tout petits véhicules ou des transports en commun qui permettraient vraiment de réduire les émissions carbone. Aujourd'hui, l'essentiel du marché du véhicule électrique, c'est des gros modèles et des SUV. Et les études montrent que ces gros modèles-là, c'est des émetteurs nets de carbone. Il n'y a pas de réduction. Construire un véhicule électrique, c'est émettre déjà 2 fois plus de carbone parce que c'est des process qui sont très complexes, qui nécessitent beaucoup de moyens, etc. Donc, même ça ne marche pas. Voilà, donc de ce point de vue-là, on peut dire que globalement, cet argument ne tient pas à la mine pour la décarbonation, ça ne tient pas. Ça vous va? Je m'arrête là et on passe aux questions. On m'entend bien? Oui. On vous propose de poser quelques questions de notre côté pour continuer un peu la réflexion et d'ensuite ouvrir les questions au public. Donc pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire sur la mine en Allier, donc vous l'avez montré aussi avec l'exemple des métaux pour l'industrie spatiale et pour le Wi-Fi dans les avions. Les acteurs en fait, qui profitent de ces technologies sont rarement ceux qui subissent les conséquences locales. Et donc est-ce que vous pourriez préciser un peu quelles sont les conséquences locales de cette mine en France? Et est-ce que finalement les conditions sociales des travailleurs en France sont peut-être moins pires que celles au Congo? Et est-ce que ça pourrait justifier de relocaliser en France les mines? Oui, alors, je ne peux pas parler des conséquences sociales d'une mine qui n'existe pas, mais je vais répondre un peu autrement à la question. Relocaliser une mine, ça n'existe pas non plus. Je vous ai donné tout à l'heure les quantités de métaux qui constituent la demande dans plusieurs secteurs. Et vous avez vu que, en fait, c'est à chaque fois, plusieurs fois, la production mondiale. Donc, la stratégie des grands États qui ont ces industries, qui ont une forte demande en métaux, c'est d'essayer d'obtenir des métaux partout et par tous les moyens possibles. Donc, il n'y a pas de relocalisation. Pour relocaliser les mines, ce qui pourrait constituer vraiment une forme de justice sociale, il faudrait diviser la production industrielle par 5, puis par 10, puis par 40, pour utiliser beaucoup moins de métaux, ou cibler certains secteurs qui sont socialement utiles et d'autres qui ne sont pas du tout utiles, et puis baisser la consommation de métaux. Mais ce serait une baisse qui nécessiterait des décisions politiques d'ampleur. Ça n'existe pas pour l'instant, donc la stratégie aujourd'hui n'est pas du tout de relocaliser les mines. Ça sert à faire accepter l'industrie minière. C'est comme la mine pour la transition. Ça fait partie de la propagande. En réalité, ce que font, par exemple, ce que fait la Commission européenne dans sa stratégie d'approvisionnement en métaux, c'est essentiellement la principale chose qu'elle fait, c'est de bâtir des partenariats stratégiques avec d'autres États pour s'approvisionner en métaux. Le premier État avec lequel elle a signé, c'est le Canada. C'est une immense puissance minière. Le problème, c'est que toutes ces mines sont, la plupart, sur des terres autochtones, en fait. Elles sont pas... Si on écoute ces différents peuples, elles n'appartiennent pas à l'État du Canada, ces ressources. Le deuxième pays avec lequel il y a eu un partenariat de ce type, c'est l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a des très grandes ressources en métaux, en lithium, en terres rares, comme on le sait. Et puis, bien sûr, une industrie fondée sur l'acier. Et les ressources convoitées par la Commission européenne en Ukraine ne sont pas étrangères à la guerre, au conflit. C'est bien sûr que ça joue un rôle. Plus récemment, un partenariat a été conclu avec le Rwanda. Et ça aussi, c'est très important. Donc ça, c'est pour du tantal, pour les composants électroniques, du cuivre, du cobalt, donc essentiellement pour les batteries, et pour les alliages pour l'aéronautique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que la Commission européenne fasse un accord avec le Rwanda pour l'approvisionnement en métaux? Au Rwanda, il n'y a presque pas de mines.
pratiquement pas. C'est un petit pays qui n'a pas une production de mines. En revanche, au Rwanda, il y a une armée et des milices soutenues par cette armée qui vont créer des zones de guerre, des conflits et des viols en masse dans le pays d'à côté, qui est la République démocratique du Congo, où il y a énormément de gisements, des mines industrielles et des mines artisanales. La milice, comme le M23, pille les ressources qui sont estampillées, produites au Rwanda et qui sont revendues pour le bénéfice des industries européennes qui ont désormais du cobalt dit traçable. En fait, la Commission européenne a un rôle très très grave dans cette histoire, puisqu'elle est en train d'être complice d'un génocide. Et l'enjeu, c'est pour que la Chine ne récupère pas ces métaux, puisqu'avant avant cet accord, en fait, il y avait une grande partie des métaux qui partaient vers la Chine. Ça, c'est des exemples pour montrer que l'essentiel de la satisfaction de la demande, elle est fondée sur des partenariats comme ça avec des dizaines d'autres pays. Et donc, il y a la seconde partie de la stratégie qui est ouvrir des mines dans les vieux bassins miniers. Mais le mot de souveraineté peut-être est plus proche de ce que ça veut dire réellement. Ça veut dire permettre aux industries européennes d'avoir un peu plus la main sur certaines ressources stratégiques, même si à aucun moment il est prévu de satisfaire leurs demandes en métaux avec des mines locales. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas les métaux qui correspondent, il n'y a pas les gisements. Les gisements européens, ils sont déjà déplétés par des siècles et des siècles d'extraction, puisque ce qui a rendu les conquistadors si enthousiastes avec la conquête de l'Amérique, c'est justement qu'il y avait des gisements qui étaient encore natifs, qui étaient encore extrêmement précieux, alors même qu'en Europe, les teneurs baissaient déjà au XVe siècle. Donc les gisements européens, c'est des très vieux gisements pour tout un tas de substances, même si le lithium et les terres rares, c'est différent, puisque c'est des métaux qu'on n'a pas exploités avant. Voilà, donc il y a déjà cet aspect, il ne faut pas prendre pour argent comptant cette idée de relocalisation. Ensuite, l'autre problème consiste à dire, vous voyez, cette mine est dans un pays plus riche, donc en fait ça ne pose pas de problème. Alors, comme vous avez vu le petit schéma, vous comprenez ce que j'ai appelé tout à l'heure l'incompressible d'une mine industrielle. Vous comprenez que dans tous les cas, il va falloir gérer des lacs artificiels de boue toxique, des montagnes de déchets. Et que ça ne dépend pas de la richesse du pays. J'ai fait récemment toute une enquête sur une mine, qui est une carrière, mais en fait qui fonctionne comme une mine en Bretagne, en centre-Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à Glomel. Donc c'est un minéral industriel qui s'appelle l'andalousite, que personne ne connaît, mais ça sert à faire des matériaux réfractaires. Et c'est exploité par Imerys depuis 50 ans, plus de 50 ans. Et typiquement, en fait, le fonctionnement d'une mine comme celle-ci, il est fondé sur l'invisibilité. Le fait de dissimuler, et même de mentir, sur les impacts. Je l'ai constaté à Glomel de manière assez évidente. Par exemple, donc cette carrière, cette mine, elle est située en tête de bassin versant, de 2 bassins versants. Donc c'est un endroit vraiment stratégique pour les ressources en eau potable. Et comme il pleut beaucoup dans cette région, en fait, il y a un énorme... Vous creusez un énorme trou. Là-bas, c'est des fosses de 80 mètres de profondeur, donc c'est gigantesque, c'est des mines à ciel ouvert. Donc vous allez vous retrouver avec énormément d'eau qu'on appelle l'exor, que vous devez pomper au fond de la mine pour pouvoir exploiter, et aussi toutes ces eaux de ruissellement qui sont liées aux pluies. Toutes ces eaux, quand elles sont en contact avec le carreau, là où vous exploitez, ou quand elles sont en contact avec tous ces stériles miniers, tous ces déchets que vous allez stocker autour, elles s'acidifient et elles se chargent en métaux toxiques. Et ça sur plus de 200 hectares. Donc,
ça génère forcément un énorme problème de pollution qu'on appelle le drainage minier acide. Et donc, l'entreprise Imerys doit neutraliser cette acidité et en fait déverse quand même énormément de métaux lourds et de polluants en fait, dans son environnement. Et tout ça, elle l'a toujours nié. Alors, comment elle le nie ? La première chose, c'est qu'elle prétendait qu'il y avait zéro impact sur l'environnement, mais c'est parce que c'est l'entreprise elle-même qui paye les études. Et donc, en payant les bureaux d'études, elle passe commande de ce qu'il faut chercher. Donc, dans la rivière en aval, ce qui est recherché, c'est certains éléments, mais pas les bons métaux. Pas ceux qu'on irait chercher si on cherchait une pollution en fonction du type de gisement. Moi, j'ai fait des prélèvements, des sédiments de cette même rivière, et puis j'ai cherché un peu d'arsenic, ce serait logique, du nickel. Il y aurait beaucoup de nickel, il y aurait du cobalt aussi. Et ça, c'est des substances cancérigènes. Et effectivement, j'en ai trouvé 40 fois le seuil maximal admissible pour les sédiments de rivière. Et donc ça, c'est clairement une dissimulation. Et aussi sur la consommation d'eau. Depuis 50 ans, Imerys dit à la population on consomme 5000 m3 par an, ou 6000 m3 par an d'eau. Et en fait, c'était seulement la consommation d'eau du réseau, c'est-à-dire de l'eau pour les sanitaires et pour la cantine. Et en fait, c'est pas du tout ça, la consommation d'eau. C'est tout ce qui est pompé en souterrain. Donc, des dizaines, voire des centaines de milliers de mètres cubes qu'il faut pomper en permanence. Tout ce qui ruisselle, ce qui crée chaque année des sortes de méga-bassines de près de 2 millions de mètres cubes d'eau qu'il faut ensuite essayer de dépolluer avant de rejeter tout ça dans l'environnement. Donc prétendre que cette eau n'est pas consommée, c'est comme si toute mon eau domestique que j'utilise et que je rejette, parfois polluée, elle n'est pas consommée. Ça ne tient absolument pas la route. Donc ça, c'est un mensonge. De la même manière, ce qui est juste pour montrer que là, Imerys a tiré profit de l'invisibilité et a aussi tiré profit du niveau social, de la pauvreté, de cette contrée des Côtes d'Armor, où il y a un fort niveau de chômage, les gens ont très très peu d'argent et peu de moyens sociaux pour faire valoir des points de vue, des revendications et tout ça. Et c'est pareil partout en Europe, c'est pareil dans tous les pays riches. En fait, il y a des écarts, il y a des différences de classe qui jouent. Ouais. C'est quand même étonnant parce que on se dit en France, on a des réglementations, des agences qui vérifient au niveau de l'environnement. Il y a quand même un cadre réglementaire et toutes ces pollutions-là, c'est quand même assez étonnant en fait quand on n'est pas au courant de ces sujets-là, de se dire c'est aussi chez nous quoi, en France. Et pourquoi on retrouve ça aussi alors qu'on a quand même une société qui fait en sorte ou qui essaye de faire en sorte de contrôler quand même son environnement. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Ouais, je comprends. Alors, je comprends la question, mais comme moi, j'étudie les pollutions industrielles depuis longtemps, alors j'ai vraiment le regard assez inverse de ce que c'est que les pollutions industrielles et comment l'administration est plutôt organisée pour permettre leur existence que pour l'empêcher. Et bon, y a des travaux historiques qui ont été faits là-dessus. Le très bon livre de Thomas Leroux et François Jarige, La contamination du monde, c'est une histoire des pollutions industrielles qui montre que, en fait, sous l'Ancien Régime, il y avait des dispositions qui faisaient cesser très très rapidement les pollutions que le voisinage trouvait intolérables. On pouvait faire intervenir un juge et le juge avait totalement la possibilité de fermer l'usine pour toujours, quoi. L'usine, c'est-à-dire l'atelier, dans l'époque, disons, pré-industrielle. Thomas Leroux, il cite des exemples de voisins très très mécontents des émanations toxiques d'un fourneau et ces voisins décident d'aller casser le fourneau. Ils vont dans l'atelier, ils détruisent l'outil de production. Et ils ne sont pas condamnés
car on leur donne raison parce que c'était une source de pollution. C'est très étonnant. Et ce qui montre, lui et François Jarige, c'est la manière dont, en fait, l'administration de l'industrie à partir de 1800, en gros, hein, fin 18e, début 19e, c'est plutôt une administration de l'industrie qui est favorable à la grande industrie et qui va permettre le déploiement d'industries polluantes. On le voit par exemple à travers le rôle de quelqu'un comme Chaptal, le grand chimiste Chaptal, qui était quelqu'un qui avait des usines chimiques et qui en même temps était à l'Académie des sciences, était donc sans cesse jugé parti sur le type de pollution qu'il était possible d'admettre dans l'espace public. Donc, en fait, c'est exactement notre sujet, hein. C'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'à partir de la révolution industrielle, on entre dans ce que moi j'appelle le régime minier. Et le régime minier, c'est finalement un état d'exception qui prévalait sur les fronts pionniers dans les zones minières. Les fronts pionniers, ce qu'on appelle aujourd'hui les frontières extractives, c'est-à-dire des endroits où, un peu loin de tout, par exemple en Amérique du Sud, on produisait certaines substances stratégiques pour les importer, et où il y avait une permissivité de l'esclavage, de la destruction, de la spoliation. Et en fait, l'industrialisation, on peut la considérer comme étant une normalisation des pratiques de ces fronts pionniers, de ces pratiques d'exception, qui nous font passer dans un monde, celui dont je parlais tout à l'heure, un monde qui est branché directement sur le minéral. Un monde qui tolère désormais la pollution à grande échelle parce qu'il est fondé sur cette pollution à grande échelle. Voilà. On va peut-être ouvrir les questions au public. Donc d'abord aux étudiants et étudiantes. Et ensuite, on ouvrira à tous, sachant que là, il y a beaucoup d'extérieurs en plus aujourd'hui, donc je vous remercie d'être là. Voilà, et on essaie de faire la parité aussi dans les prises de parole. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était super intéressant. J'avais une question, vous avez parlé de mine artisanale. Qu'est-ce que c'est la part d'incompressible de la mine artisanale pour un peu comparer, voir la différence, si vous savez? Oui, c'est une bonne question. En fait, la mine artisanale peut être tellement de choses différentes que je ne peux pas répondre, mais je vais vous dire pourquoi. Par exemple, une mine artisanale, c'est en Amazonie, donc en Guyane, dans les fleuves ou au bord des fleuves, creuser pour trouver de l'or et ensuite l'amalgamer avec du mercure, ce qui est aussi très très polluant. Je ne peux pas vous dire la quantité de matière qu'il faut extraire pour trouver cet or, pour extraire cet or. C'est des teneurs qui sont forcément basses. Après, c'est plus ciblé. C'est-à-dire que l'intérêt industriel, l'intérêt économique de la mine industrielle, c'est que, bon, on ne va pas s'embêter avec les petites finesses du gisement. On ne va plus suivre le gisement comme dans des mines souterraines, où on envoyait des gens au plus près de là où était le gisement tel qu'il avait été étudié par les géologues miniers. On prend tout et on envoie tout à l'usine. Alors que la mine artisanale est plus ciblée puisque les gens avec leurs bras ou des petites pelleteuses n'ont pas la possibilité de tout dégommer. Donc c'est forcément moins massif, c'est logique. Mais la mine artisanale, ce qui compte comme mine artisanale, c'est aussi ces montagnes de résidus miniers, ça sert de mine. Par exemple, c'est le cas au cobalt, c'est le cas au Congo. Et vous le voyez dans un très beau documentaire sur le cobalt qui a été réalisé il y a quelques années, je sais plus comment il s'appelle, sur Arte. On voit une mine de cobalt et de cuivre industrielle qui rejette des montagnes de résidus et on voit plein de gens, dont des enfants, se précipiter pour aller explorer les résidus
donc qui deviennent une mine. C'est ça aussi une mine artisanale. Et en fait, dans beaucoup de sites miniers industriels, il y a ça, quoi. Il y a une sorte de mine secondaire de déchets. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire la teneur, du coup. Bonjour, on a vu des perspectives plutôt négatives des mines. Est-ce que, au contraire, il y en a d'autres qui pourraient permettre d'imaginer, disons, des systèmes miniers qui soient différents, peut-être plus démocratiques, ça me paraît compliqué, mais ou alors peut-être des minerais qui pourraient favoriser le développement d'économies locales. Je sais pas, j'essaie d'être imaginatif, mais est-ce que ça peut exister ? On peut toujours dire une chose, c'est que si les projets miniers étaient soumis au référendum, à la consultation locale, qui soit une consultation réelle et pas juste une opération de manipulation, de propagande, ce serait déjà beaucoup mieux. Enfin, s'il était possible de refuser ou d'accepter un projet minier et d'en dicter les conditions, tout serait très différent. J'en profite pour compléter un peu mon propos tout à l'heure. Il y a une super étude qui est parue, qui étudie où sont situés les gisements pour la transition. Enfin, de ces soi-disant métaux critiques qui sont très très recherchés pour les usages de transition, et d'autres, comme j'ai montré. Et dans cette étude, il montre que en fait, plus de la moitié des substances recherchées sont situées sur des terres indigènes, des terres autochtones, collectives, et des terres cultivées par des paysans, enfin la paysannerie, pas la grande agro-industrie. Et pour certaines substances, comme le lithium, le graphite, c'est plus de 80%. Donc plus de 80% des gisements sont dans des endroits qui sont en fait des endroits de biodiversité, souvent, très très importants, non industrialisés, où les gens ont un mode de vie fondé sur la propriété collective, donc très différent. Ça, on pense toujours que tout est industrialisé, ça y est, mais non, mais en fait, c'est un processus qui dure depuis des siècles, qui n'est pas du tout terminé. Et ils disent dans ce même article, il y a 30% de la surface terrestre qui est habitée sous le régime de la propriété collective, sous le régime des terres autochtones, donc c'est beaucoup. Et c'est justement là-bas que ça se passe. Et donc, dans ces cas-là, la première chose à penser, c'est effectivement le droit de consultation de ces peuples autochtones. Avant même de penser quel serait le modèle, comment fonctionnerait la mine, comment ils partageraient les bénéfices de la mine, ces gens-là doivent pouvoir décider, ce sont leurs terres ancestrales, et c'est un droit qui est reconnu par les Nations Unies, l'article 169. Donc, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est pas du tout ça. C'est que, en fait, ces droits-là des peuples autochtones sur les terres sont niés par les États, et les chefs d'État sont corrompus par ceux qui s'intéressent aux métaux et par les entreprises minières. C'est systématique. Donc, quand les chefs d'État africains disent nous avons des gisements, c'est pas vrai, ils n'ont pas des gisements. L'État, ça n'appartient pas à l'État. Mais c'est ça le problème. J'avais envie de parler de ça, donc je réponds là-dessus, mais c'est pas tout à fait votre question. Je sais pas. Vous cherchiez quelque chose de vraiment positif sur. En fait, si, non, mais on peut dessiner quand même des trajectoires qui seraient très différentes. Moi, j'ai du mal à imaginer des trajectoires qui passeraient par de meilleures mines. En général, on me demande comment il est possible d'améliorer le système minier. Et j'explique, comme d'autres personnes, comme l'association Systext, qui fait un travail là-dessus, sur lequel je m'appuie en permanence,
montre qu'il n'y a pas vraiment de la marge de manœuvre entre la mine qui est très prédatrice et la mine extrêmement bien gérée, puisqu'on le voit bien. Il y a beaucoup d'incompressibles. Donc, il paraît vain de résoudre la situation en essayant d'améliorer le système minier. Par contre, on peut vraiment améliorer la situation en transformant le système technique. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut se concentrer. Surtout vous, enfin surtout nous qui sommes là. C'est évident que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Puisque, en fait, aujourd'hui, les technologies qui sont produites, bon, ça date depuis longtemps, mais c'est de pire en pire, ce sont des technologies qu'on pourrait dire impériales. J'appelle technologies impériales les technologies qui ne peuvent pas être produites avec des ressources locales et en fait dont la chaîne de production est tellement complexe et tellement ramifiée à l'échelle de la planète qu'elles sont nécessairement fondées sur des rapports de domination, sur de l'exploitation, de la spoliation des terres collectives. Et tout ce qui est autour de nous, malheureusement, ce sont des technologies impériales. Et en général, ce qu'on développe dans les écoles d'ingénieurs, ce sont ces technologies impériales. Typiquement, le numérique, puisque la production, par exemple, de semi-conducteurs, c'est la technologie impériale par excellence. Une puce électronique, en moyenne, va traverser 80 frontières différentes avant d'être au stade du produit fini. Elle fait 2 fois et demi le tour du monde avant d'être finalement produite. Donc, et on améliore tout de suite énormément les choses si on commence à faire des arbitrages. Quels sont les métaux dont on a vraiment besoin et pour faire quoi ? Et dans ces cas-là, on peut arriver à penser des trajectoires positives dans lesquelles la mine, la place de l'industrie minière pour la transition, pour des usages raisonnés devient pensable. Oui, peut-être que si la mine de lithium sert uniquement à faire des petites batteries pour des usages qui sont décidés démocratiquement, que la mine fonctionne avec un réel contrôle de la population, c'est peut-être imaginable. En tout cas, c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà. Une fille peut-être ? Mais j'ajoute un petit élément, parce que tout à l'heure, je vous ai mis cette slide et je n'ai absolument pas parlé de cette image. C'est un autre élément qu'il faut absolument mettre en avant, à mon sens, quand on parle des mines pour la décarbonation. Je vous disais, mais ça n'existe pas, la mine pour la décarbonation. En fait, le principal problème, il est là, sur cette image. C'est la consommation d'électricité des GAFAM, des géants de l'Internet. En fait, tous les 4 ans, on constate que la consommation d'électricité de Amazon, Alphabet, Facebook, etc., double. Et donc, une consommation d'électricité qui est exponentielle et qui est liée en fait à l'accumulation de richesses privées, à la capacité de ces majors de faire absolument n'importe quoi et de s'affranchir de toutes les règles. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, le problème, l'impasse dans laquelle on est, il est résumé par ça. Amazon Web Services, donc le géant du cloud, c'est le principal acheteur au monde d'électricité d'origine renouvelable. Donc, on produit des métaux, du néodyme pour faire des éoliennes, des terres rares, de l'argent pour du photovoltaïque, etc., etc. Tout ça, du silicium ultra purifié pour les cellules, des panneaux solaires. Mais pourquoi ? C'est pour alimenter des data centers, pour faire de l'IA, pour stocker de la publicité, pour stocker des contenus vidéo. Donc ça n'a absolument aucun rapport avec la transition, enfin surtout ça n'a aucun rapport avec la décarbonation. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne réduit l'usage des fossiles, mais plutôt
tout ça sert à accompagner la folle croissance de la demande d'électricité. Et plutôt que sur les pollutions minières, c'est surtout là-dessus qu'il faut agir. Parce qu'il n'y aura jamais une quelconque amélioration tant que ces trajectoires sont celles-ci. Voilà. Voilà. Et là, je vous mets l'image d'un data center pour illustrer aussi la demande en métaux du secteur du numérique. Donc, vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, les data centers sont déjà en croissance effrénée, sont de plus en plus nombreux, ont besoin de plus en plus de puissance avec des composants de plus en plus sophistiqués. Les puces qui sont produites par NVIDIA, donc la super entreprise qui produit des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle, dans sa puce de quelques 7 cm², il y a plus de 200 milliards de transistors. Donc on a ces objets, quelques centimètres avec 200 milliards de transistors dessus. Et ça se retrouve dans des data centers, dont les serveurs. Donc tous ces puces sont dans des serveurs. Et ces serveurs, ils sont changés très très régulièrement pour que la puissance de ces data centers soit maintenue, soit optimale. Et ils sont changés tous les 2 ou 3 ans. Donc vous prenez tout ça, vous l'enlevez. Et ça peut être recyclé dans d'autres data centers un peu moins exigeants. Mais sinon, ça finit par être des déchets électroniques. Et donc là, vous voyez, vous avez un très très gros problème d'utilisation des métaux et surtout de recyclage, puisqu'en plus, ce sont des choses qu'on ne peut pas recycler. Ces métaux-là, vous avez l'usage de tous ces métaux au nanomètre, à l'échelle nanométrique, millimétrique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions maintenant? On peut aussi ouvrir les questions aux personnes extérieures, s'il faut. Bien que vous... Je m'entends, oui. Donc ça tombe bien que vous parliez du numérique, puisque j'avais une question à propos des déchets, notamment avec la biolexiviation des déchets électroniques. Vous en pensez quoi de manière générale? Alors, je ne connais pas de site qui le pratique, donc je n'ai pas pu étudier ça. Donc peut-être un peu comme vous, j'ai les annonces des sites internet qui disent on a un procédé extraordinaire. Donc biolexiviation, d'après ce que j'en comprends, c'est le fait d'aller récupérer les minéraux grâce à des produits qui ne seraient pas de la chimie de type acide, etc. Mais je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. En tout cas, moi, ce que je peux vous donner, c'est ma visite récente, où je vous ai parlé un petit peu, au nord du Québec. Je suis allée dans la ville où se trouve le plus grand centre de recyclage des matériaux électroniques d'Amérique, qui est géré par Glencore. Et donc, c'est une énorme fonderie de cuivre où des sociétés du monde entier expédient des déchets électroniques, notamment des sociétés françaises, mais américaines, un peu du monde entier. Et là, en fait, ce qui est recyclé, ce qui est récupéré dans cette fonderie, donc c'est le cuivre, le plus facile, et les métaux précieux, le palladium, l'or, l'argent. Et donc, en fait, ce site est à l'origine de la plus grande catastrophe écologique de ces dernières années au Québec. Parce qu'en fait, il a des droits d'exception, donc d'émission de matières toxiques qui sont colossaux. Et la population a découvert que pendant des décennies, l'entreprise avait le droit d'émettre 300 fois plus d'arsenic que la valeur seuil maximale. Et que donc les gens ont découvert qu'ils avaient élevé leurs enfants avec des émissions massives d'arsenic, mais qu'ils ne le savaient pas. Et puis un jour, il y a on a prélevé les ongles des enfants, puis on a constaté qu'ils étaient pleins d'arsenic. Et puis il y a aussi le mercure, et puis il y a aussi le cadmium, et puis il y a aussi le beryllium, et tout un tas de métaux toxiques. Et
en fait, cette entreprise-là, en brûlant tous ses déchets dans ses fours à 1000 degrés avec ses process, elle bazarde des trentaines de métaux différents qui posent problème, en fait, et a généré une contamination massive. Et c'est au point que dans cette ville, donc la ville de Rouyn-Noranda, au Québec, en fait, ils ont un problème de gestion des déchets municipaux parce qu'il y a énormément de matières toxiques dedans qui sont issues du ruissellement. Et ils ne savent même pas où stocker toutes ces boues d'épuration. Bon, voilà. Donc ça, c'est... Pour moi, la biolixiviation, je le mets plutôt dans la catégorie des belles annonces de technologie miracle. Mais la réalité du recyclage de l'électronique aujourd'hui, c'est Glencore à Rouyn-Noranda. Et je peux ajouter qu'il y a... donc l'association Systext a produit un rapport complet sur le recyclage des métaux, qui est très intéressant, dans lequel il y a beaucoup de documents et d'exemples, et qui, en gros, qui se conclut par le fait qu'on ne peut pas recycler les métaux avec des technologies comme celle-ci. Pour recycler les métaux, il faut changer de technologie. En gros, il faut faire du low-tech. Merci pour votre intervention. Moi, je travaille sur les impacts environnementaux du numérique et c'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique responsable, d'IA durable, de mines durables. En fait, c'est un peu se voiler la face. À vous écouter, on serait plutôt sur des solutions de type sobriété, décroissance radicale. Et c'est pas du tout vers là qu'on va. Même on va vers plutôt une polarisation et on voit un peu de loin l'agitation de Trump sur le Canada, le Groenland et l'Ukraine, alors qu'en fait, il y a aussi des considérations minières derrière et du coup des tensions géopolitiques qui s'annoncent assez fortes pour une privatisation en fait de ces technologies et de ces ressources minières pour un petit nombre de milliardaires finalement qui vont s'accaparer les ressources. Du coup, on est à vous écouter, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une impasse et qu'on ne se dirige pas du tout vers cette sobriété qu'il faudrait atteindre. On peut prendre, parce que c'est pas t'attends une question, mais plutôt un constat, on pourrait prendre d'autres remarques. Et à ce moment-là, j'aurais la question complémentaire qui va avec cette observation. Quand on voit l'effet de ciseau que vous nous avez montré entre la demande et l'offre, on se dit ça va pas fonctionner jusqu'au bout. Et donc, quels sont les scénarios que vous avez en tête pour la fin de ce système qui roule on va dans le mur, mais comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va s'en rendre compte avant que tout soit pollué ? Enfin, est-ce qu'à un moment, les industries vont arrêter de produire parce qu'elles n'auront pas les moyens de le produire ? Enfin, ou est-ce que ça continue à tourner comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive ? Il y a quelques années, j'avais une très très vieille voiture. C'est la voiture de mes parents. J'avais réussi à la faire tenir jusqu'à 410 000 km. Mais il y avait tout le temps des pannes, c'était un peu pénible. Puis je suis allée voir un garagiste et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a un moment où on ne pourra plus réparer cette voiture et où il faudra vraiment la changer, quoi. Et il m'a regardé d'un air très résigné, il a dit, le problème c'est que ça peut durer encore très longtemps. Et c'est comme ça un peu, hein. Moi, je lisais récemment Rosa Luxembourg, et Rosa Luxembourg, elle parlait de l'accumulation primitive. Et elle disait, donc elle parle, c'est très lié aux enjeux actuels, puisqu'elle parle vraiment de l'impérialisme minier. Et
elle voyait cette privatisation de la propriété foncière collective, du foncier collectif, pour faire des mines, cette guerre d'empire entre les grandes nations impériales pour se procurer les ressources. Et je l'ai énoncé un petit peu tout à l'heure, elle semblait penser que d'ici quelques années, en fait, il y aurait une privatisation de la planète entière, mais tout ça, c'est un processus très très long. En fait, les choses pourraient juste continuer à aller de mal en pis. Ce qui se passe en ce moment, et donc j'imagine que, à moins que les rapports de force changent et que nous contribuons à changer ces rapports de force, c'est que la fascisation, elle est directement liée à ces enjeux. Par exemple, en Inde, c'est très net. Modi a instauré un régime fasciste qui lui permet de déprécier tellement les Adivasis, les peuples premiers qui sont les habitants légitimes des forêts, des gigantesques forêts tropicales indiennes, qu'on peut continuer à les spolier, puisque désormais on peut juste les tuer. Donc il n'y a plus vraiment de problème pour l'accès aux ressources. J'ai traduit un livre qui s'appelle « Le livre de la jungle insurgée », qui raconte vraiment ça, et qui raconte aussi l'alliance des Adivasis depuis les années 60 avec les mouvements Mao de l'époque, dont une petite partie existe encore aujourd'hui, qui sont plusieurs milliers, et qui se sont alliés avec ces peuples pour défendre la forêt. Donc face à l'arrivée de l'État et donc l'arrivée des entreprises minières, des infrastructures et tout ça. Et aujourd'hui, Modi a totalement criminalisé non seulement les maoïstes, ce qui peut s'entendre évidemment, vu ses intérêts, mais aussi l'ensemble des Adivasis comme étant les alliés des maoïstes et l'ensemble des personnes universitaires, critiques, un peu militantes, et puis l'ensemble des avocats qui seraient susceptibles de défendre ces personnes. Et donc tout ce monde se retrouve en prison dans cet État fasciste. Et ça permet aux multinationales minières de continuer leur travail et d'avancer. Et on voit des choses assez semblables aux États-Unis, parce que en novembre, j'ai passé du temps avec des membres des Premières Nations de toute l'Amérique du Nord qui ont donc à chaque fois des problèmes qui sont confrontés à l'industrie minière, que ce soit lié à l'uranium, que ce soit lié aux terres rares, que ce soit lié à l'implantation de fonderies de cobalt, fonderies de lithium, Et en fait, oui, l'élection de Trump, ça veut dire vous pouvez spolier ces peuples, il n'y a aucun problème. Allez chez les Navajos, allez chez les Apaches, ils n'ont plus le droit sur leur terre. Donc il y a cet élément-là. Donc ça, c'est s'il ne se passe rien. Et dans les pays les plus riches, la fascisation est aussi liée à ça d'une autre manière, c'est-à-dire que finalement, les classes populaires deviennent les milices de ce mode de vie impérial. C'est-à-dire que les oligarchies réussissent à convaincre, avec tout leur système de conditionnement numérique, les classes populaires qu'elles doivent défendre le mode de vie impérial, c'est-à-dire prendre pour cible tous les peuples racisés, les anciens colonisés, les pauvres et les écologistes. Voilà, donc ça c'est le drame du moment, c'est ça qu'il faut retourner. Et la question c'est comment retourner cette situation. C'est moi. Merci beaucoup. Je voudrais prolonger un petit peu les réflexions derrière les deux questions précédentes. J'ai trois questions en fait. La première, pour prolonger cette logique impériale que vous avez nommée,
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée farfelue, ou qu'est-ce que vous pensez de la viabilité de cette idée farfelue de ce que les Américains appellent space mining, ou extraction minière spatiale? Deuxième question. Vous avez mentionné vous n'avez pas dit le mot complicité, mais moi je le dirais, entre la science et l'industrie polluante. Ce qui est que vous avez dit que l'entreprise commande ses propres recherches scientifiques pour justifier ou pour amoindrir les impacts néfastes de ces activités. Et est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a une étude étendue mondiale sur jusqu'où les scientifiques sont impliqués dans ce processus de amoindrir les impacts néfastes, comme dans l'entreprise du tabac? Troisième question, et c'est très personnel pour mon métier, ce qui est d'inventer les mots justes pour décrire ce qui se passe, les mots précis. Alors, il me semble que tout le monde, pas seulement vous, mais Jarry, Fressos, etc., disent que la transition n'aura pas lieu, que ce ne sont pas les bons mots. Et je me demande que pour la décarbonation, c'est aussi ne pas le bon mot, parce que vous dites que de toute façon, c'est un leurre. Et donc, que seraient les bons mots? Space mining. J'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. J'ai beaucoup aimé un petit ouvrage qui a été écrit par des chercheurs en géosciences qui s'appelle Pourquoi nous n'irons ni sur Mars ni ailleurs, qui rappelle des faits assez massifs sur où sont les autres planètes, à quelle distance, quelles sont les contraintes physiques qui empêchent de penser vraiment ces choses-là. Pour l'instant, moi je considère que le rôle d'une grande partie de ce qu'on appelle la conquête spatiale, c'est un rôle idéologique et je pourrais dire on pourrait dire de divertissement, mais en fait un rôle idéologique est juste un phénomène religieux, les deux. C'est-à-dire, dans mon livre, je parle de cosmologie extractiviste. Je dis finalement, l'industrialisme, sa caractéristique, c'est d'être fondé sur la captation des ressources du sous-sol, l'extraction, et de regarder, de créer un mode de vie extraterrestre. C'est-à-dire, même à la surface de la planète, dans le monde industriel, nous vivons en hors-sol, grâce à tout ce que nous extrayons du sous-sol. Et dans la cosmologie industrialiste, il y a vraiment l'idée de s'élever vers le ciel. Et des personnalités multimilliardaires comme Elon Musk ne font finalement que réaliser ce qu'on pourrait appeler une religion industrielle, quoi. Une religion industrialiste. C'est-à-dire, oui, donc l'idée c'est qu'on poursuit la conquête, l'idée c'est que la Terre n'est que le berceau de l'humanité, voilà, le cosmisme, tout ça. Donc, il y a une dimension religieuse. Il croit, Musk, par exemple, il croit vraiment qu'il faut faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. Il est vraiment prêt à tout détruire pour faire ça, quoi. C'est très très fort. Mais il y a aussi une dimension de contre-feu, c'est-à-dire de continuer à promettre la conquête comme dérivatif. Et c'est très propagandiste. On fait rêver les enfants avec ça. On leur inculque très jeune que c'est les nouveaux défis, que c'est les nouvelles frontières, les nouveaux territoires, c'est les autres planètes, que c'est très très intéressant. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on vend en fait à ces populations? Même les classes les plus privilégiées, c'est quand même difficile de continuer à entretenir ce rêve. Il y a des faits qui se manifestent et qui montrent que c'est plutôt un cauchemar pour beaucoup de gens. Voilà ce que je peux en dire. Et puis, alors sur le rôle de la science, peut-être il y a plein de gens dans cette salle qui seraient
qui auraient de l'intérêt pour à répondre à cette question. Mais moi, j'envisage le monde scientifique comme un monde quand même plein d'antagonismes, avec des vraies luttes. Par exemple, l'étude que je citais tout à l'heure, c'est une étude vraiment très scientifique qui adopte tous les codes de la recherche sur où sont les métaux pour la dite transition sur les territoires autochtones. Et vraiment, la stratégie de ces gens-là, qui sont des scientifiques, c'est d'essayer d'objectiver les impacts de l'industrie minière de la même manière que les impacts des émissions carbone ont été objectivés de manière à pouvoir comptabiliser et dire, vous voyez, en fait, le climat se réchauffe. Et si on continue avec tant, ça risque de produire telle chose. Ce qui a eu un impact. Aujourd'hui, les impacts miniers ne sont pas du tout objectivés, donc elles sont toujours considérées comme des nuisances locales. Alors que ce n'est pas du tout une nuisance locale, l'industrie minière. L'industrie minière, c'est une nuisance planétaire qui joue un rôle majeur dans le franchissement de plusieurs frontières, comme l'eau douce, comme l'érosion des sols, comme la déforestation. Et ça, c'est des limites planétaires à chaque fois qui sont franchies. Donc il y a tout un pan de la recherche qui veut faire ça, contre la recherche financée, patentée par les industries minières, qui effectivement payent des scientifiques pour arriver à des conclusions complaisantes. Moi, ce que je repère là-dedans comme vrai danger pour la possibilité de faire de la science contraire, de mener des batailles sur le terrain de la science, c'est l'intelligence artificielle. Parce que, en fait, on parle souvent des biais de l'intelligence artificielle qui sont liés à ceux dont on l'alimente, des biais sexistes, des biais racistes, mais il y a aussi des biais majeurs comme la technophilie. C'est-à-dire que toute la littérature qu'on a fait ingurgiter à tous ces serveurs qui font des déductions d'intelligence artificielle et tout ça, c'est une littérature très biaisée au sens où elle est vraiment favorable au développement technologique. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Parce que à mesure que de plus en plus de gens utilisent tous ces systèmes et que la recherche même se structure autour de ces systèmes, en fait, il y a toute une possibilité de réflexion critique qui disparaît. Donc c'est un danger évident, quoi, par rapport aux batailles qui peuvent être menées dans le champ scientifique. Après, d'un autre côté, je pense que c'est un peu comme dans le journalisme, il y a une réaction à ça qui est la réaction du terrain. En fait, on ne comprend rien si on ne va pas voir. Et c'est vrai dans mon métier comme c'est vrai dans la recherche. Donc, il y a toute une génération qui se révolte contre l'idée de passer sa vie devant un écran à entrevoir des choses qui ne sont même pas des réalités, qui sont juste des ombres, et qui va plutôt aller faire du terrain, quoi. Et on peut s'en réjouir. Et la question de la sémantique aussi. Je sais pas si sur les mots. Je sais pas si c'était quoi. Ah. Oh bah, pour ça, je pense qu'on devrait faire un petit tour, un brainstorming, un tour avec des idées. Chacun proposerait des. Mais déjà pour l'intelligence artificielle, par exemple, le mot pose problème et il faudrait parler de supercalculateur. Déjà, ce serait plus réel. Dire, bon, je vais chercher les horaires de la piscine en posant une question à des supercalculateurs. On comprend bien que c'est ridicule. Bon, réfléchissons-y plusieurs.
Oui, bonjour. Je voudrais apporter ici un témoignage. En fait, je suis membre du collectif Stop Taranis. C'est donc ce projet Taranis fait partie de 3 demandes de permis d'exploration et de recherche minière déposées par Bryce Resources, derrière lequel se cache la société Orania. Et Orania, c'est une société canadienne, sont les plus grandes sociétés d'exploration et de forage minier. Et donc, en fait, ce projet concerne une superficie de 360 km², 20 communes, et il y en a encore 2 autres à côté, au total 860 km² concernés. Ce que je voulais aussi signaler, c'est qu'en fait, sur le plan économique, certains effectivement pensent que ça peut apporter. C'est faux parce qu'il y a très très peu d'emplois. Au problème de pollution de l'eau dont vous avez beaucoup évoqué, il faut ajouter la pollution de l'air et des retombées des poussières sur les terres agricoles aux alentours. Bref, un problème énorme de pollution. Ensuite, sur le recyclage, j'avais lu que, d'après le BRGM, seulement un tiers des métaux en fin de vie sont recyclés à 50%. Donc il y a très très peu de recyclage. Il y aurait un gros effort à faire sur le recyclage sans doute. Aussi sur le plan démocratique, en fait, c'est l'État, par son ministère de l'économie et de l'énergie, qui délivre les permis. Et il n'y a aucune consultation parlementaire et encore moins consultation des populations. Est-ce qu'il y aurait une piste d'amélioration sur ce sujet-là, sachant qu'en plus, le code minier qui régit ces mines et les carrières sont très peu contraignants. C'était révisé récemment. Et après, on rentre dans un complexe. Quand c'est la mine qui est en fonction, ou la carrière, c'est, je crois, régi par le code de l'industrie. Et quand c'est arrêté, ou le reste, c'est par le code de l'environnement. Tous ces codes-là se confondent et rien ne se concerte, en fait. Voilà. Donc, quelles sont les pistes, éventuellement, que vous pourriez voir d'amélioration par rapport, notamment, aux règles démocratiques de consultation de la population? Alors, il est possible, et c'est probablement une bonne période pour le faire, si vous voulez faire du lobbying au niveau parlementaire, ça peut être fait. Mais sur le terrain, je pense qu'une des choses qui pourrait être un objectif stratégique, ce serait d'essayer d'imposer un référendum sur la question de la mine, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'en fait, après, la stratégie des entreprises minières, c'est vraiment beaucoup de diviser la population et d'avoir une partie de la population qui est très, très enthousiaste et farouchement déterminée à faire la mine, et en grande partie les élus. Ils ont tendance à lancer très rapidement des opérations séduction auprès des élus. Donc, agir avant ça, c'est très, très important. C'est très contradictoire ce que je vous dis, parce que, en fait, la réglementation française, elle est exigeante au sens où elle est plus exigeante que dans bien d'autres endroits. On a au moins, on a une visibilité, on a déjà des données de base, des chiffres de base. Dans la plupart des sites miniers, on ne sait même pas combien d'eau consomme la mine. Enfin, on n'a pas des informations de base. Donc, je ne sais pas. Tout à l'heure, je suggérais à l'une des personnes qui sont aussi en train de se battre contre ce même permis que peut-être stratégiquement, avant d'essayer de changer le code minier, etc., étant donné les pressions qu'il y a aujourd'hui, le plus efficace, c'est peut-être de s'adresser directement aux investisseurs. Parce qu'en fait, les investissements miniers, ils sont fragiles. Il faut toute une série de signaux pour que les investisseurs se disent, bon, ok, la mine de 30 substances différentes de Taranis, là, est-ce que c'est un bon investissement? Ils cherchent des partenaires, des investisseurs, des majors avec qui s'associer. Si les habitants, une partie des habitants du territoire, écrivent des lettres ouvertes aux investisseurs dans plusieurs langues en disant, en fait,
nous savons que s'il y a une mine, elle polluera durablement l'eau, elle consommera une eau dont nous inquiétons de la disponibilité dans les 20 années à venir, et que nous ne laisserons pas faire cette mine, etc. C'est très très décourageant, quoi. Peut-être que ça a plus d'impact que d'essayer de changer les textes de loi. Je sais pas. En tout cas, j'ai constaté que ça avait pu jouer un rôle au moment, en 2018-2019, il y avait un gros projet de mine de tungstène dans le Tarn, à Fontrieux. C'est une des choses qui avait été faite. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Ce sera une question rapide pour les petits jeunes ingénieurs parmi nous qui ont fait par exemple de la robotique l'année dernière et qui se sont rendus compte que c'était pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire de leur vie. Concrètement, si demain, je sais pas, on veut s'engager, on veut vraiment avoir une action là-dedans, est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas, des noms d'associations que vous connaissez, ou est-ce qu'on pourrait se lancer, je sais pas, des ouvrages à lire ou des études à reprendre ou des choses comme ça? Parce que, je fais de moins en moins partie des gens qui pensent que la technologie c'est la solution à tout. Et voilà, fin de la question. Alors, du travail pour les ingénieurs. Moi j'ai quelques pistes, mais je vous préviens, les sources de financement seront difficiles à trouver. Je vous propose, on peut constater aujourd'hui plus encore qu'auparavant qu'en fait le fait d'avoir numérisé absolument tous les secteurs, y compris les usages, les services essentiels, c'est quelque chose de dangereux et c'est quelque chose qui nous rend extrêmement vulnérables au chaos climatique d'une part, et aujourd'hui de manière assez manifeste vulnérables à la moindre cyberattaque sur un hôpital, ce qui arrive, et que c'est un grand problème. Donc moi je pense qu'il y a une piste de travail qui serait remarquable, qui serait très très utile et qui pourrait même créer une forme de consensus vu l'époque dans laquelle on est, c'est de dénumériser des services et de dire la décision après ne nous appartient pas forcément, on peut peser pour qu'elle se prenne, mais en tout cas, nous vous montrons que c'est possible. Parce que les gens ont tendance à oublier qu'il est possible d'avoir des services médicaux sans informatique. Et en fait, ça s'est fait, c'est pas fou. Donc, créer des services essentiels qui sont beaucoup moins dépendants justement du circuit mondial d'approvisionnement des semi-conducteurs. C'est ridicule en fait que les transports publics dépendent de l'approvisionnement en terres rares. Ça, c'est pas possible. Et donc essayer de créer des voies de sobriété en imaginant à quoi ça pourrait ressembler. Ça me fait penser aussi, en 2019, il y a eu une fronde contre la 5G au sein même d'Orange. Et donc, il y a des ingénieurs qui ont produit un rapport interne pour expliquer à leur direction qu'en fait, la 5G n'était pas une bonne technologie par rapport au monde qui vient. Et leurs arguments étaient intéressants. Ils disaient, eux aussi, on va entrer dans une ère chaotique où le climat sera imprévisible et violent. Et on veut avoir des systèmes de communication qui soient simples et robustes. En plus, il y aura des déplacements de population. Les gens vont avoir besoin de communiquer de manière fiable. La 5G est un système beaucoup trop compliqué et exigeant par rapport à de telles conditions. Et en fait, derrière cette revendication qui n'a pas abouti, bien sûr, ces ingénieurs ils faisaient aussi valoir que la 5G, c'était une augmentation des émissions carbone, pas du tout acceptable, etc. Mais derrière cette idée, il y a tout un pan de recherche qu'il faudrait mener. Ce serait quoi? Un système de communication sobre et robuste, et puis même, par rapport à cette société numérique, si on voulait en diminuer drastiquement les impacts,
si on voulait limiter la quantité de métaux, etc., qu'est-ce qui serait à garder? Quel système de messagerie public, quel Wikipédia, comment, voilà. Donc faire des scénarios comme ça peut avoir de l'intérêt. Ne serait-ce que... Bon, et c'est sûr que pour faire des scénarios comme ça, il faut aussi un peu oublier les rapports de force. Il faut les mettre entre parenthèses, parce que sinon on fait rien. On se dit, on est complètement écrasé par les guerres impériales pour les métaux, tout le monde veut la course à l'espace et l'IA. Mais en fait, une des manières de désenchanter ces perspectives, celle des technosolutionnistes en gros, hein, c'est aussi d'en construire d'autres, quoi. Donc déverrouiller l'imagination. Je sais pas, j'espère que ça vous va. On va peut-être prendre une dernière question. J'en profite pour vous dire que le livre de Célia Isoard sera disponible à la vente à l'issue de la conférence si vous voulez approfondir tous ces sujets. Il n'y a pas une dame qui veut poser une dernière question? Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du cercle vicieux en fait de la mine, de la technologie et donc des conflits géopolitiques. Et donc là, ce qu'on voit actuellement et l'actualité, finalement, c'est la défense. Et j'aimerais savoir, d'après vous, comment ça va évoluer côté secteur de la défense et comment ça va être possible aujourd'hui de... Parce que même les plus décroissants que je connais, les personnes les plus décroissantes que je connaisse, soutiennent la défense et l'armement, le réarmement actuel. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui de ne pas le soutenir, en fait? Et si on doit le soutenir, comment on peut faire pour justement ne pas rentrer dans ce cercle vicieux décrit précédemment? Oui, c'est une vraie question. Qui oblige à, c'est une question qui oblige à ne pas rester bloqué sur des principes et des dogmes qui seraient des réflexes politiques de tel ou tel camp. Moi, je pense que si les dirigeants, de quelque bord qu'ils soient, disent non, mais il faut vraiment ouvrir des mines, il faut vraiment des métaux pour l'armement, parce que la défense, c'est une vraie nécessité, ils ont un argument très sérieux. C'est un peu comme l'histoire de la mine de lithium pour la transition, quoi. C'est-à-dire que pour que l'argument soit sérieux, il faut vraiment que des conditions assez spécifiques soient réunies. Aujourd'hui, la France, c'est le 2e producteur mondial d'armement. Donc ça n'a rien à voir avec la défense. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est produire des systèmes intégrés vendus à l'armée américaine et à toutes les dictatures mondiales, à part quelques-unes, comme la Russie. Donc, de quoi parle-t-on? Évidemment que entre produire l'armement de toute la planète et produire de quoi assurer la défense d'un pays, il y a un monde, quoi. Et on veut bien alors discuter de est-ce que ça vaut la peine de polluer, de menacer, de polluer des ressources précieuses en eau pour produire du tungstène, pour faire des blindages en acier. Mais on veut bien discuter de ça quand il y a des engagements clairs. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, c'est juste du tungstène pour vendre à des dictatures. Super, donc pour aider Mohamed VI à terroriser sa population au Maroc, ouais. Pour aider Modi à terroriser les Adivasi pour pouvoir ouvrir des mines dans les forêts tropicales. Mais d'ailleurs, peut-être que ces projets miniers dont les États ont tellement besoin aujourd'hui, peut-être que ce sont des leviers stratégiques. Peut-être que dans les luttes à mener aujourd'hui, il est intéressant de dire nous ne sommes pas opposés à l'ouverture de cette mine de tungstène à cet endroit, à condition que, et ces conditions, elles peuvent être, disons, très très exigeantes, quoi. Enfin, finalement, à partir d'une situation fermée qui serait une situation de chantage, vous devrez ouvrir cette mine parce que sinon vous êtes responsable de l'exploitation d'autres populations à l'autre bout du monde, ou sinon la planète va se réchauffer. Chantage et un enfermement dans le chantage, qui est aujourd'hui ce qui règne. Faire une prise de jujitsu
et arriver à une situation de réouverture, justement. D'accord, pour la mine de lithium, construisons une politique de transition qui tienne la route, dans laquelle cette mine a un vrai sens pour la décarbonation. Ça ouvre finalement des choses. Mais dans ces cas-là, il faut tenir ferme. Il ne faut pas accepter un compromis très très boiteux, quoi. On va conclure cette conférence ici. Merci beaucoup Célia Isoard pour toutes ces pistes à vous de réflexion. Pour, discussion.